si on me demande qui je dis je suis un mycologue parce que c'est l'étiquette de départ et c'est tout ce qui a motivé ma vie. Et c'est là où j'ai le plus de résonance avec le monde à la fois scientifique et le monde associatif. Nous sommes actuellement dans le 15e arrondissement, à la limite du 7e, et c'est à mi-chemin entre le siège de l'UNESCO et l'annexe de l'UNESCO où je travaille depuis quelques années. Je suis consultant de la division des sciences de l'ingénieur et de la technologie. Au démarrage dans ma vie de recherche, j'étais au CNRS dans le laboratoire de cryptogamie du Muséum national d'histoire naturelle. Ensuite, donc, j'ai travaillé avec l'OCDE. J'ai fait une enquête mondiale sur la situation de la littérature scientifique et technique chinoise et japonaise. Ensuite, j'ai travaillé avec l'école pratique des hautes études, la micropaléontologie. J'ai travaillé dans les services du Premier ministre français pendant 11 ans, au Haut Comité de la langue française, qui est devenu ensuite délégation générale à la langue française, où je m'occupais du français langue scientifique et technique. Et actuellement, je suis à l'UNESCO, avec qui j'ai créé l'Académie francophone d'ingénieurs. J'ai eu la chance, à mon départ dans la vie, d'avoir une formation triple. En raison de l'interdiction de mon père de m'inscrire directement en fac après mes études secondaires pour étudier les champignons. Alors il m'a inscrit d'office à l'école de chimie, ce qui fait que je suis ingénieur chimiste. Et ensuite j'ai acquis une licence et sciences physiques, une licence et sciences naturelles. Et plus tard, j'ai utilisé d'autres outils comme l'informatique et l'étude des langues. Ce qui fait que la transdisciplinarité était inscrite dès le départ dans mon parcours, même si le mot n'existait pas encore, puisque j'ai toujours, dans mes études sur les champignons, utilisé plusieurs outils simultanément. Le concept de transdisciplinarité n'a pas été inventé par moi, il existait, mais très peu utilisé jusqu'à ce que j'ai organisé le premier congrès Sciences et traditions, perspectives transdisciplinaires à l'UNESCO en 1991. C'est à partir de ce moment-là que le mot transdisciplinarité a commencé à être utilisé dans pas mal de disciplines. Parce que les gens ont très bien perçu que c'était une tendance pour l'avenir, même s'ils n'avaient pas en eux-mêmes la pratique d'outils transdisciplinaires. C'était une tendance, et une tendance qui est présente dans toutes les sciences. Chaque science cherche à se connecter avec les sciences voisines parce qu'elle sent que ça lui apporte un plus. Lorsque l'on, par exemple, goûte un plat, on ne s'aperçoit pas qu'on le goûte par la langue, mais on le goûte aussi par l'odorat. On fait déjà de la transdisciplinarité sans le savoir. Et donc on sent intuitivement que cet appel vers une synthèse transdisciplinaire est présent partout et chez tous les chercheurs, même ceux qui s'en défendent. Voilà, ça c'est le polypore du bouleau. Alors vous voyez, ce bouleau a été complètement mangé de l'intérieur par le champignon, il l'a tué. Et à l'heure actuelle, il fructifie, c'est-à-dire vous avez des chapeaux comme ceci, hein, et en dessous, vous avez les tubes également, et à l'intérieur de chaque tube, vous avez la production de spores. Ah, ils ont 4 sexes, ils sont plus compliqués que nous. Ils ont 2 fois 2 sexes différents. On appelle ça des polarités, on n'emploie pas le mot de sexe, mais ils ont une sexualité, c'est-à-dire qu'ils ont toujours la nécessité de fusionner 2 cellules différentes pour reproduire un nouveau champignon. J'ai amené un couteau, il faut toujours avoir un couteau et une loupe quand on est mycologue. Alors ce champignon a été étudié au point de vue antibiotique. Contient un acide qui est actif contre le bacille de la tuberculose. Vous voyez, c'est très coriace, hein, c'est presque du bois. Alors vous voyez ici la chair qui est blanche et les tubes à l'intérieur desquels se forment les spores. On voit cette palissade de petits tuyaux.
Dès l'âge de 11-12 ans, j'ai été attiré par la nature et particulièrement par les champignons parce que c'était difficile à étudier, c'était fugace, on ne conserve pas les champignons comme on conserve les plantes. On peut faire un herbier de plantes, un herbier de champignons. Lorsqu'on dessèche un champignon, il perd ses couleurs, il perd sa forme. C'est beaucoup plus difficile à étudier. C'est la difficulté, en somme, qui m'a attiré. Et puis alors la nature, j'adore la nature. La nature pour moi c'est un lieu à la fois de recherche et c'est un lieu de méditation, de relaxation. J'adore me promener dans les forêts simplement pour apprécier l'environnement naturel, l'environnement de la forêt. La mycologie a démarré en France après avoir pris ses racines en Suède. C'est la France qui, pendant très longtemps, et peut-être encore actuellement, est le plus gros consommateur de champignons dans le monde, par tête d'habitant. Les cultures de champignons, du reste, ont démarré en France. C'est pas pour ça qu'on appelle champignons de Paris, ce n'est pas pour rien. Et je me souviens très bien, à la fin de la dernière guerre, j'ai été invité par les naturalistes suisses pour lancer la mycologie en Suisse, parce qu'il n'y avait pas de mycologue, ou presque pas de mycologue en Suisse. Il y a eu des très grands mycologues à cette époque, mais il n'y avait pas de mycologue de terrain, il n'y avait pas de société mycologique importante comme il y en a en France. En France, il y a pratiquement un groupe de mycologie dans chaque canton, dans chaque département. La loupe, elle sert à regarder des caractéristiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, et qui sont essentielles pour la détermination de certaines espèces. Par exemple, le fait qu'il y ait des poils à la surface du chapeau, là il n'y en a pas, c'est un chapeau qui est parfaitement lisse, mais aussi pour apprécier l'épaisseur de certaines structures, le diamètre des tubes, et puis l'odorat chez les champignons, chez le mycologue, est extraordinairement important. Il faut s'entraîner l'odorat et l'œil à égalité. J'ai fait un livre d'odeurs, c'est-à-dire un livre coffret dans lequel il y a 54 petits flacons, au sein desquels il y a des reconstitutions d'odeurs de champignons. C'est un travail de parfumeur, en somme, que j'ai fait. Mais au lieu de faire des parfums, j'ai reconstitué les odeurs de champignons, dont certaines sont tout à fait caractéristiques. On ne peut pas dire qu'il y ait une seule chose qui m'ait frappé. Il y a énormément de choses différentes. Les champignons aquatiques aussi. Il y a des champignons dans la mer. Il y a autant de champignons dans la mer que sur Terre. Mais on les a cherchés que tout à fait récemment. Il y a des champignons dans la haute atmosphère. On en a trouvé jusqu'à 40 km d'altitude, parfaitement vivants, sous forme de petits pelotons de mycélium qui avaient été enlevés de la Terre par des courants ascendants et portés dans la haute atmosphère. Et du reste, une hypothèse avait été faite, de l'hypothèse qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire une fois que la vie est apparue sur une planète, elle a pu essaimer sur d'autres planètes, puisque ces spores de champignons ou ces mycéliums de champignons, on les a fait vieillir en accéléré dans une pile atomique, et on s'est aperçu qu'il en restait, au bout d'1 million d'années, il restait au moins encore 10% de la matière vivante. Et en 1 million d'années, on peut sortir du système solaire et aller ailleurs. J'ai mis au point dans ma carrière, toujours pour étudier les champignons, des systèmes optiques et des microscopes. Donc là, j'ai conçu un microscope en forme de pont qui est mobile, vous voyez. Et la commande de la mobilité est faite par la vis qu'on appelle micrométrique, c'est-à-dire pour faire le mouvement de mise au point ici, et pour faire le mouvement rapide d'approche ici. Donc c'était un appareil qui pouvait supporter des dizaines de kilos sans fléchir, et qui a été surtout vendu avec une caméra de télévision au-dessus, à des fins de travaux pratiques, de démonstration dans des cours de zoologie, de botanique, enfin dans tous les endroits où on utilise le microscope. Le nom que je lui avais donné, c'est Stabifocal. Vous savez, dans une vie de recherche, on est poussé par un moteur intérieur à trouver, à avancer sur des pistes plus ou moins balisées ou des pistes carrément nouvelles et neuves. C'est une pulsion interne que l'on n'explique pas. En 1967, j'ai créé un système que j'ai appelé Mycotaxia, qui est un système de détermination par carte perforée des espèces de champignons. Je vais prendre comme exemple les bolets, c'est-à-dire ces champignons à chapeau ayant des tubes sous le chapeau au lieu de lamelles. Le cèpe de Bordeaux en est un bel exemple. Dans le paquet, vous avez des cartes
qui sont des cartes par caractère et non pas par espèce, qui ont des perforations, et les perforations correspondent à tous les champignons qui ont ce caractère. Donc en superposant 2 ou 3 cartes, par exemple là je superpose 2 cartes, les bolets qui ont un anneau sur le pied et qui ont une surface de chapeau qui est pelucheuse. Si je les superpose et que je vois immédiatement que j'ai un seul trou à travers duquel la lumière passe. Je superpose avec la carte mère et je vois immédiatement le nom de l'espèce qui a cette combinaison de caractères. C'est Boletus tridentinus. J'ai créé ces cartes perforées pour pouvoir mémoriser de façon compacte le maximum d'informations. Alors c'est ce que j'ai fait sur le langage, puisque finalement là, ce n'est pas les objets que je manipule, c'est le langage descriptif de ces objets. Et je me suis aperçu qu'en faisant cela, je faisais ce que les mathématiciens appellent une transformée de Fourier, c'est-à-dire je fais une décomposition en éléments simples, une structure complexe. Le baron Fourier est mort en 1830, donc vous voyez, c'est quelqu'un, nos ancêtres, relativement déjà éloignés de nous, mais c'est l'homme le plus cité au monde par les scientifiques à l'heure actuelle, bien avant Einstein, parce que la transformée de Fourier, elle est utilisée dans tous les secteurs de la science. Jusqu'ici, sauf dans le langage. Et moi, je l'ai étendu au langage. Je me suis posé la question, qu'y a-t-il de fondamental dans les langues, sur ces 50 langues que j'étudiais à cette époque-là. Et tous les linguistes m'avaient enseigné qu'il y avait 2 unités fondamentales dans la langue. D'une part, les phonèmes, c'est-à-dire ce qu'on transcrit sous forme de syllabes, les sons élémentaires, ma, ra, ar, am, par exemple. Et à l'autre bout, les phrases, qui sont les unités signifiantes. Entre les deux, on a introduit des mots, des articles, des syntaxes, toutes sortes d'éléments, mais qui sont, je dirais, secondaires par rapport aux propos que je me formulais, c'est-à-dire de voir ce qu'il y avait de commun et différent fondamentalement dans les langues. Il y a actuellement environ 4000 langues à la surface de la planète, qui sont structurées autour de 20 phonèmes archétypaux. De la même manière que dans nos protéines, il y a 20 acides aminés qui permettent de construire toutes les protéines de tous les êtres vivants. Mais ça n'était pas suffisant pour faire un parallèle complet. Il fallait que je trouve l'analogue des 64 codons. C'est les 64 sons notés par l'alphabet phonétique international qui permettent de transcrire toutes les langues de la planète. Et restait à trouver l'homologue des 4 bases. Ce sont 4 fonctions logico-mathématiques qui permettent de construire les syntaxes de toutes les langues de la planète. Donc j'ai pu en conclure que notre génome fabrique, au point de vue énergétique et matière, nos protéines, et au point de vue immatériel et informationnel, il fabrique notre langage. Donc c'est bien lui qui est à l'origine des deux. Ce langage, au départ, il est fait par copie des sons de l'environnement. Regardez un petit enfant, il copie le bruit d'une motocyclette ou d'un avion. À l'époque, il n'y avait pas de motocyclette ou d'avion, donc il copiait le nom des animaux qui l'entouraient. Et à chaque animal, il attribuait, comme on fait encore actuellement, une qualité. On dit actuellement rusé comme un renard, fort comme un bœuf. Donc, si vous voulez, il transposait la qualité dominante de l'animal dans le phonème. Et c'est comme ça qu'on a pu déterminer l'origine et le sens des phonèmes archétypaux. Oui, vous pouvez me donner un mot dans une langue, noté phonétiquement, bien sûr, dans une langue que je ne connais pas, je vous en donnerai le sens archétypal qui, si vous voulez, si le mot vit bien, il est en accord avec le sens archétypal. Parce qu'il y a 2 cas de figure possibles. Ou bien le mot contient quelque chose qui empêche d'être vécu normalement, comme Anne, par exemple, ou Anna, qui contient Anne, c'est le phonème qui veut dire la puissance, et Na, c'est le refus. Donc dans le mot Anne, il y a le refus de la puissance. Et regardez le nombre de Anne qui ont mal vécu à la surface de la planète, même dans votre entourage ou dans les temps historiques. Le langage est pour moi l'outil le plus transdisciplinaire qui soit, puisque, comme l'ont dit Galilée, puis ensuite Mallarmé, avec 24 lettres, on peut décrire le monde. Autrement dit, c'est l'outil descriptif par excellence qui permet aussi bien de décrire des objets matériels que des idées immatérielles. Donc c'est bien l'outil le plus transdisciplinaire qui soit. Lorsque je vous ai parlé des langues, j'ai évoqué le fait que c'est la phrase qui est l'unité signifiante dans le langage articulé, quelle que soit la langue. Alors je me suis posé la question, puisque le langage est l'outil le plus transdisciplinaire, comment utiliser l'informatique, comment combiner l'informatique avec le langage pour augmenter les performances langagières des individus.
Et donc, j'ai engrangé une base de phrases, puisque les phrases sont l'unité élémentaire, signifiante. Les mots, il faut les oublier complètement. La syntaxe également, c'est les phrases. Et j'ai reconstitué sur une simple disquette la totalité du langage de Monsieur Tout-le-Monde en France sous forme d'une base de 10 000 phrases. Je ne suis pas séduit par l'informatique. L'informatique, c'est un outil qui est bête, il n'est pas intelligent, et par contre, il a des performances supérieures à l'homme dans 2 domaines. Il est plus rapide et il peut traiter de beaucoup plus grands ensembles. Bien, lorsque j'ai développé tous ces outils nouveaux, cartes perforées, logiciels, pour travailler plus rapidement et surtout sur de beaucoup plus grands ensembles, j'étais le seul, et encore je suis presque le seul, à utiliser ce type d'outils. Par conséquent, pour faire passer les connaissances acquises, j'ai utilisé, comme tout le monde, le support écrit, le livre. Et j'ai publié au jour d'aujourd'hui 53 livres, dont 13 sur cartes perforées. Je considère ça, c'est un livre. Ça équivaut à 300 pages de texte, ce petit paquet de cartes. L'écriture, ça représente une façon de projeter le résultat de mon fonctionnement mental d'une façon perceptible par d'autres. Parce que lorsqu'on lit un texte écrit par quelqu'un d'autre, on le lit avec un stock d'informations différent de celui qui l'a écrit. Donc on fait progresser la connaissance, c'est parce qu'on ne se comprend pas qu'on progresse. Si on se comprenait du premier coup d'œil ou du premier écrit, ça s'arrêterait là. C'est parce qu'il y a de l'énigme dans le message qu'on progresse. Donc il ne faut pas chercher à être trop parfait, à avoir une compréhension parfaite par l'autre, ce qu'on ne peut pas arriver à faire, parce que ce serait tuer la communication. Outre l'écriture, il y a une possibilité de transcender l'espace-temps à partir des travaux de Robert de Zual, qui datent de 1922, qui ont permis de développer ce qu'il appelait à l'époque le rêve éveillé dirigé. Il l'avait fait à des fins psychanalytiques. Moi-même, je l'ai appliqué à la recherche scientifique et j'ai appelé cela le voyage mental. Le voyage mental, si vous voulez, c'est un entraînement qui est basé sur apprendre à se souvenir de ses rêves, détecter le moment où on sait qu'on rêve, piloter son rêve quand on sait qu'on rêve, ensuite déclencher à l'avance consciemment l'état de rêve et rester lucide pendant qu'on rêve. Systématiquement, le soir, au calme, j'allais dans une rue que j'avais repérée dans Paris, sur le plan où je n'étais jamais allé auparavant. Donc je faisais le parcours en voyage mental pour y aller, j'en rapportais des informations et le lendemain j'y allais pour vérifier si j'avais bien perçu des choses réelles. Par exemple une fontaine dans une rue que je ne connaissais pas. En voyageant mentalement, ce que j'ai perçu de plus intéressant, c'est évidemment c'est ce mode de reproduction des champignons fossiles il y a 250 millions d'années. Ça a stupéfié mes collègues, ils m'ont dit « mais comment as-tu l'idée de faire ce que tu as fait, de dégager dans les roches, de trouver un phénomène de reproduction qui n'existe plus à l'heure actuelle que chez un petit groupe de punaises, qu'on appelle la fécondation traumatique ». Dans un premier temps, j'ai publié les résultats, et dans un deuxième temps, j'ai publié la méthode, 2 ans après, et cela a été parfaitement accepté, il n'y a pas eu de rejet de la communauté scientifique. Je m'interdis de voyager dans le futur pour une raison très simple, c'est que si je vais dans le futur, je parle du futur lointain, les images que j'en rapporte sont totalement ininterprétables. Imaginez par exemple un courtisan de la cour Louis XIV qui se trouverait projeté dans le métro aujourd'hui à Paris. Il n'aurait pas du tout la possibilité de décrire à ses contemporains ce qu'il a vu. Je vais aller me promener dans des villes du futur par exemple et je ne peux pas interpréter ce que je vois, c'est tellement différent de ce qui nous entoure aujourd'hui qu'il m'est totalement impossible de raconter ce que je vois. Et que, je vois des villes qui me paraissent entièrement métalliques par exemple, donc je ne peux pas dire ce que c'est. Le voyage mental, ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Si on l'utilise seul, on peut déraper, c'est-à-dire on peut faire des fantasmes et qui n'ont aucun rapport avec la réalité, exactement comme un Picasso peut déformer la réalité dans un tableau. On
peut se dégager de la réalité et faire des inventions pures, qui sont ce qu'on appelle des fantasmes. Mais si on recoupe ça avec d'autres méthodes, ce que j'ai toujours fait, à ce moment-là, on sait si ce qu'on a vu est conforme à la réalité ou pas. Il ne faut jamais, en science, utiliser une seule méthode. Je n'ai jamais eu de but précis dans la vie. Je me suis laissé entièrement guider par mon intuition et par les performances de mes outils qui me traçaient des sillons sans que je les ai prévus. Nous avons créé l'Académie francophone d'ingénieurs pour répondre à une nécessité au sein de l'UNESCO. L'UNESCO souhaitait que se crée un organisme qui serait un interlocuteur au plus haut niveau de réflexion et qui soit une autorité morale pouvant s'exprimer au nom des ingénieurs qui ont choisi de s'exprimer librement en français, même si le français n'est pas leur langue maternelle. Je suis le secrétaire perpétuel de l'Académie, c'est-à-dire que j'assure à la fois l'administration de l'Académie et je fais fonctionner le bureau qui choisit les grandes orientations et qui sont soumises à nos membres par courrier en fonction de leurs compétences. Et chaque année, nous organisons un colloque international. En décembre de l'année dernière, c'était sur le thème « Les énergies du XXIe siècle ». Et cette année, ce sera probablement sur le thème de la communication, des réseaux informatiques, enfin de tout ce qui touche à la communication du futur. Le colloque annuel, c'est le temps le plus fort pour l'instant, parce qu'à l'inverse de l'Académie française, par exemple, ou de l'Académie des sciences françaises, nous ne pouvons pas nous réunir de façon permanente, puisque nous avons des membres qui viennent aussi bien du Japon que de Chine ou de Californie. Si on se reprend le monolinguisme, c'est-à-dire l'appel à l'anglais latin du XXIe siècle ou du XXe siècle finissant, ne nous paraît pas du tout être dans l'optique du développement, d'un développement durable. Parce que le monolinguisme et le monolithisme sont contraires à tout développement biologique qui est toujours diversificateur. Et la diversité est une richesse. Bien entendu, c'est aussi un obstacle. Mais dans tout processus social, biologique, il y a à la fois l'événement et l'anti-événement. C'est un philosophe français qui l'avait proclamé. La leçon que je peux tirer de mon parcours, qui peut paraître tout à fait zigzagant vu de l'extérieur, c'est que vu de l'intérieur, au contraire, il y a une profonde unité dans mon action. C'était... je le dis avec le retard et le recul de l'âge, je ne l'ai pas vécu comme ça dans l'instant, c'est une synthèse que je fais a posteriori, comme étant la recherche de l'efficacité du langage dans tous les domaines scientifiques, sociologiques, psychologiques, décideurs industriels, décideurs politiques. Puisque finalement, c'est toujours par le langage que les décisions sont formulées. Et c'est toujours par le canal du langage que ce sur quoi elles sont formulées est transmis aux décideurs. Et si certaines choses fonctionnent mal dans notre société, il faut s'intéresser d'abord au processus langagier pour voir que faut-il faire pour modifier ce mode de circulation d'informations qui fonctionne mal. La façon dont on me perçoit, elle est assez différente suivant les points de vue. Je me souviens qu'un jeune collègue au ministère des Armées avait fait une métaphore militaire, avait dit Loquin, c'est un missile à tête chercheuse qui détecte les fissures, qui s'y engouffre, qui les élargit et qui arrive toujours à ses fins par des moyens qui nous sont incompréhensibles. Et il avait dit ça publiquement. Alors c'était amusant comme tout le monde a bien ri. On m'a dit mais c'est parfaitement ça. Comment je suis perçu dans les milieux gouvernementaux français. C'est difficile de se qualifier soi-même. Si vous voulez, si j'essaie de condenser en une phrase, je dirais que j'étais un chercheur transdisciplinaire bien avant la lettre et que je suis peut-être l'un des tout premiers à avoir manié avec une certaine virtuosité deux concepts, deux outils transdisciplinaires qui sont le langage et le miroir de Fourier. Je n'ai jamais eu si vous voulez, de maître au sens habituel du mot, c'est-à-dire de quelqu'un qui me guide dans mes raisonnements et dans mes directions. Certaines parties de ma vie, par exemple, je me suis imposé de ne lire aucun livre pendant une quinzaine d'années, de manière à ne pas être influencé par les autres. Je n'ai jamais consulté un dictionnaire pendant 20 ans.
Et parce que tout est dans le langage, je disais, je peux trouver la définition d'un mot inconnu par le langage. Et je pouvais parfaitement me passer de tout dictionnaire. Ah ben, il y a plein de choses que vous ne savez pas encore. Je m'amuse comme un petit fou dans la vie.